Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Alors la campagne électorale bat son plein de l'autre côté du détroit de Gibraltar. L'Espagne se prépare pour des élections législatives anticipées qui se tiendront le 23 juillet. Un scrutin avancé de plusieurs mois par le Premier ministre Pedro Sánchez après la déroute de la gauche aux municipales et régionales de fin mai. Alors on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail de la vie politique espagnole ni faire le procès de la politique du chef du gouvernement, mais plutôt s'intéresser aux conséquences du scrutin à venir pour les relations avec le Maroc. Peut-être commencer avec vous par faire le bilan des relations avec le gouvernement de Pedro Sánchez, un gouvernement qui pourrait être renversé. Alors sur le plan des relations bilatérales, peut-on dire que la coalition de gauche menée par Pedro Sánchez a été un allié du Maroc pendant plusieurs années? Oui, en tout cas, la relation s'est sensiblement améliorée depuis maintenant un peu plus de 2 ans, puisque l'arrivée au pouvoir en 2019 de Pedro Sánchez a sensiblement confirmé l'ancrage d'une partie de la gauche espagnole en faveur du plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, avec ce changement radical, en tout cas salué comme tel, du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui a validé l'idée que, évidemment, l'Espagne devait sortir de sa neutralité qu'elle s'était elle-même fixée depuis 1976. Vous évoquiez l'excellence de la relation, elle est sur le plan économique, dans une continuité. Cela fait maintenant près de 10 ans que l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc, avec un chiffre qui a atteint l'année dernière les 20 milliards d'euros de balance commerciale. C'est une multiplication par 2 depuis 10 ans. Alors ce n'est pas le seul fait de Pedro Sánchez, puisque son prédécesseur, Mariano Rajoy, était également lui aussi dans une posture d'une ouverture de la droite espagnole, cette fois-ci vis-à-vis du Maroc, ou d'une meilleure relation par rapport au dossier du Sahara. Mais en tout cas, sur le plan économique, l'Espagne est le premier client du Maroc. Le Maroc est le deuxième partenaire non européen de l'Espagne, avec bien évidemment quelques scories qui restent un enjeu. L'espagnolité des deux enclaves en territoire marocain, Ceuta et Melilla, et bien sûr le dossier de la marocanité du Sahara. Alors on le disait, la quasi-totalité des sondages prédisent la défaite de la gauche, ça déroute même. Le challenger principal, c'est le Parti populaire, la droite conservatrice menée par Alberto Núñez Feijóo. À quelle politique, entre guillemets, marocaine doit-on s'attendre de sa part s'il parvient à prendre le pouvoir, justement, le chef de file des conservateurs? Alors disons qu'il y a deux aspects dans votre question. Il y a le positionnement de la droite espagnole, dite traditionnelle, conservatrice, le Parti populaire, et puis ses alliés devenus incontournables du mouvement d'extrême droite, nettement plus radicaux, notamment le chef de ce parti, Vox, Santiago Abascal, qui a fait une percée électorale absolument considérable, puisqu'ils ont multiplié par 2 leur score. On estime qu'à l'occasion des législatives, ils pourraient aller jusqu'à 13, 14, voire 15%. Donc ils seront incontournables dans la coalition. Le positionnement de ce parti est un discours anti-migrant, anti-musulman. Ça ne veut pas dire qu'il est anti-marocain. En tout cas, il s'est exprimé de manière ferme, vive, par rapport au retour d'un agenda plus ferme vis-à-vis donc, des deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, avec parlons même de la militarisation supplémentaire des deux enclaves, évoquant l'idée d'ériger un mur pour protéger contre les migrants, et bien évidemment avec en perspective les tragiques décès donc des 23 migrants en juillet dernier. Le président du Parti populaire, Albert Núñez Feijóo, est un peu dans une posture différente de ses prédécesseurs. Pablo Casado avait appelé à reprendre, le prédécesseur donc de M. Feijóo, à la tête du Parti populaire, avait appelé à reprendre le dialogue plus équilibré avec le Maroc en joignant et soutenant la posture qu'avait faite Pedro Sánchez. Ce n'est pas tout à fait sûr que ce président du Parti populaire soit dans la même logique. Donc c'est vrai que cela ouvre des perspectives, des interrogations pour savoir si oui ou non le geste espagnol en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara sera maintenu par la prochaine équipe gouvernementale. Alors vous avez commencé à largement l'évoquer, le parti Vox, justement, un peu l'épouvantail qui monte dans la politique espagnole. Justement, vous parlez d'alliés des conservateurs. À quel
influence de Vox sur la politique étrangère et régionale de l'Espagne doit-on s'attendre si justement cette coalition arrive au pouvoir? Est-ce que Vox aura vraiment la main mise sur la manière de voir la politique étrangère espagnole en cas de victoire de cette coalition de droite? En tout cas, Santiago Abascal rappelle souvent qu'il souhaite être ministre de l'Intérieur pour jouer un petit peu la même carte et mettre la même pression que Matteo Salvini le fait vis-à-vis de Madame Giorgia Meloni en Italie. Alors la politique étrangère espagnole sera largement contenue dans la présidence espagnole de l'Union européenne qui va commencer précisément 22 jours avant le scrutin, le 1er juillet de cette année. Donc disons que la politique étrangère espagnole sera largement conservatrice dans le sens où elle s'inscrira dans la continuité des précédentes présidences semestrielles, dans la logique du trio des présidences, avec la présidence précédente suédoise et la présidence successive belge. En ce qui concerne le poids de Vox, il sera déterminant sur la question migratoire, mais bien souvent la politique étrangère espagnole, tout comme la politique étrangère italienne, voire même la politique étrangère française, est un petit peu mue par les doléances du ministère de l'Intérieur. Finalement, c'est justement ma dernière question, c'est celle de la continuité des relations. Est-ce qu'il faut craindre, selon vous, des retournements de politique diplomatique à chaque élection espagnole ou peut-on faire confiance à une certaine raison d'État quand on évoque les relations entre les deux royaumes? Alors, entre les deux royaumes, évidemment, je pense qu'on est dans la continuité, dans une forme de statu quo, un peu selon le scénario américain, quand le président Joe Biden n'avait pas retoqué la décision prise par Donald Trump quelques jours avant la fin de son mandat, en décembre 2020, pour reconnaître ou appeler ou soutenant la position américaine vis-à-vis de la marocanité du Sahara, en ouvrant d'ailleurs un consulat symboliquement américain à Darla. Donc le président Joe Biden n'est pas revenu en arrière, il n'a pas montré non plus des gestes ostentatoires de soutien à cette position. Je crois qu'on va voir la même chose en Espagne. Pablo Casado était nettement plus allant sur cette question que ne l'est Albert Núñez Feijóo, mais je crois que le positionnement du Parti populaire doit tenir compte aussi, du Parti populaire espagnol au pouvoir, doit tenir compte aussi des pouvoirs des juntas, des présidents de région, qui parfois ont des postures un peu différentes. Disons que le président de la région Andalousie entretient d'excellentes relations avec ses interlocuteurs de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis ne jamais oublier également que le Parti populaire et certains partis politiques marocains ont noué d'excellentes relations. C'est le cas par exemple de l'Istiklal avec le Parti populaire. Et voilà, et ces élections donc législatives anticipées en Espagne le 23 juillet prochain. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir répondu aux questions de Média. Merci à vous.